Ah, j'avais pas envie de la faire cette vidéo. J'avais pas envie parce que tout simplement, c'est pas les vidéos les plus agréables. C'est une vidéo qui parle de baisse et justement, vous allez le voir, le ton de cette vidéo va être très différent d'habitude. Premièrement, parce que on va parler de la baisse et la baisse, c'est pas méta. On a envie d'entendre des choses quand tout va bien. La méta de finance et des réseaux sociaux, c'est de vous dire qu'est-ce qui va se passer, quelle est la crypto-monnaie que vous devez acheter pour gagner de l'argent, essayez de vous donner de la certitude, alors que non, la crypto-monnaie ce n'est pas un jeu, c'est de la finance, et donc naturellement, on n'a pas de certitude, on ne peut pas voir l'avenir, et donc on ne peut pas avoir le comportement parfait. Enfin si, on peut l'avoir quand on regarde derrière soi et qu'on commente ce qu'il s'est passé en disant on aurait dû faire ça, mais vous savez ce qu'on dit, avec des si, on met Paris en bouteille, et aujourd'hui, encore une fois, c'est plein de convictions mais sans certitude que je me tiens devant vous. La deuxième chose, c'est que je vais parler un petit peu de mes finances personnelles, notamment de la claque que j'ai prise sur ma position crypto. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, déjà parce que naturellement, il m'est arrivé certaines choses dans ma vie qui font que je suis plutôt discret et j'essaye de l'être vis-à-vis de mon exposition crypto, même si évidemment je suis dans cet écosystème depuis plus de 8 ans, donc c'est pas un secret, je travaille et mes différentes activités s'articulent autour de la crypto-monnaie et de la constitution de certains portefeuilles, donc c'est important pour moi de vous donner un petit peu de visibilité et de vous parler de ma position perso et surtout de l'une de mes positions aujourd'hui. La troisième chose, c'est que je vais essayer de ne pas faire de montage. Pourquoi? Parce que le but, c'est de gagner du temps. Ce contenu serait pertinent si vous pouvez le regarder rapidement. Si vous le regardez dans une semaine, il sera beaucoup moins pertinent parce que ça rebondit sur le sentiment et sur l'actualité maintenant du marché des crypto-monnaies et de la baisse en cours. Et donc, naturellement, je vais essayer de vous l'envoyer le plus vite possible. Mais je vous demande, s'il vous plaît, beaucoup de bienveillance parce que je prends plus de risques. Je risque de faire des erreurs de fond comme de forme. Je peux me tromper sur un mot, je peux me tromper sur la façon d'amener une idée. Donc, je vous demande d'être vraiment très sympathique sur l'interprétation du coup de ce contenu. Et pour terminer, parce que je vais parler de choses dures, je vais parler de la baisse, je vais parler de pertes financières quand on a pris des responsabilités. Je vous rappelle que mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement, mais comme elles sont naturellement regardées par un certain nombre de personnes et par une très large audience, je dois évidemment faire attention à la façon dont j'apporte les choses, et le fait de tourner comme ça en direct à chaud sans cut, ça me laisse une marge d'erreur qui est beaucoup plus faible. Donc encore une fois, je vous demande de regarder cette vidéo en prenant un petit peu de recul. Maintenant que tout ça a été dit, rentrons dans le vif du sujet. Très rapidement, je vous donne mon plan parce que oui, j'ai quand même une petite note. Si je fais pas de cut ou pas d'édit, j'essaye quand même d'avoir mes idées sous les yeux. Le premier point, ça va être remettre le contexte très rapidement. Vous allez voir pourquoi très rapidement, parce que j'ai fait une vidéo sur le contexte du marché qui a changé. Le but, c'est pas de revenir sur cette vidéo-là, mais assez rapidement de se concentrer ensuite sur plus factuellement qu'est-ce qui, dans les 7 derniers jours, a affecté le marché. Et vous allez voir qu'il y a un ou deux points qui viennent toucher particulièrement le marché des cryptos et qui justifient le fait que ce soit virulent et qu'il y ait une baisse. Pour terminer, le raisonnement, c'est-à-dire que quand je vous parle de raisonnement, je vais vous parler un petit peu de mon portefeuille, comment est-ce que moi je raisonne, comment est-ce que je fais évoluer ma position, et je vais surtout essayer de répondre à une question, mais avec 3 angles différents. La question qu'on m'a le plus posée, c'est est-ce que c'est le moment d'acheter? Encore une fois, ceux qui ont la réponse parfaite à ces questions sont des gens qui peuvent voir l'avenir. Ce n'est pas mon cas, et pourtant je travaille très dur là-dessus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la réponse ne serait pas la même, le bon comportement ne serait pas le même en fonction de votre profil d'investisseur, des risques que vous avez pris et que vous pouvez vous permettre de prendre. Je vais essayer de prendre un petit peu de recul et de vous donner une façon de réfléchir, en tout cas la mienne, qui peut-être vous aidera à prendre une décision ou au contraire vous confortera dans votre position. Voilà tout. Quand on aura mis tout ça en boîte, je pense qu'on aura déjà un bon contenu et ça va être assez vite parce que sans les cuts et sans prod, vous allez voir, j'espère que ce sera une vidéo assez digeste et assez rapide. On commence tout de suite. Et pour le coup, il n'y a pas de petite vidéo d'intro puisqu'il n'y a pas d'édit. Alors, pour le contexte, très rapidement, je ne veux pas faire un long passage dessus parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, 2 semaines exactement, qui s'appelle « Les règles du marché ont changé ». Je pense qu'elle est essentiel pour comprendre ce qui se passe en crypto, parce que réellement, ça fait, comme je vous l'ai dit, 8 ans que je suis dans cette industrie, et les règles, le marché et son comportement n'ont jamais été aussi différents entre le cycle qu'on est en train de vivre, la hausse qu'on a connue sur 2024 et début 2025, et globalement, ce que le marché a été en 2021 et 2017. Je vous mets les 4 points, les investisseurs institutionnels sont enfin là, donc la pression acheteuse, ce qui fait que le marché va monter, ou la pression vendeuse, ce qui fait qu'elle va baisser, ne dépend pas simplement des particuliers, mais aussi des entreprises et des institutions financières, particulièrement Wall Street, depuis que BlackRock a permis d'avoir un ETF Bitcoin, vont venir affecter le marché. Et ça change quelque chose parce que les particuliers ne se comportent vraiment pas comme les professionnels de la finance. Le deuxième point, c'est le fait que les investisseurs crypto eux-mêmes ont changé. Ils ne vont plus, et ça c'est quelque chose de dommage, ils ne vont plus investir sur des projets avec des fondamentaux,
qui essayent de répondre à des vrais usages, des cryptos qui essayent de construire une solution ou de répondre à un besoin, mais ils vont sur de l'argent rapide. L'argent rapide ne veut pas dire argent facile, hein, je vous le rappelle, mais des mêmes coins, des crypto-monnaies qui vont se valoriser un jour et s'effondrer le lendemain. Enfin, pour le coup, en dépit du fait que les projets qui ont des fondamentaux et qui essayent de répondre à des problèmes ont besoin de ce financement et ont besoin de ces moyens. Les investisseurs qui, eux, sont dans le marché crypto vont donc investir sur des valeurs plus court terme et indirectement, les projets qui ont du mal à se financer sont parfois ceux qui, justement, ont un vrai usage et essayent de répondre à quelque chose de tangible. Ce qui dérègle également un petit peu la façon dont les gens déjà positionnés sur le marché décident de positionner leur liquidité. Il y a beaucoup plus de projets, c'est le troisième point, c'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup plus de concurrence. Il suffisait avant d'avoir une blockchain qui fonctionne bien pour pouvoir sortir du lot. Aujourd'hui, pour avoir une blockchain qui fonctionne bien, on doit justifier et donner des arguments en concurrence de 10, 15, 20, 50 autres projets blockchain. Quand on fait un usage précis, il y a déjà 5 ou 10 autres projets crypto qui sont sur le même segment et qui essayent de s'en sortir. Donc, concurrence plus rude, moins de capitaux pour cette fameuse concurrence, et donc naturellement des projets qui tirent la langue et qui tournent de l'œil alors que globalement, en tout cas si on regarde Bitcoin, le marché se porte encore plutôt bien à l'heure où je vous parle, et malgré les récentes baisses. On va y revenir. Le troisième point, c'est justement la macro. On l'a compris. Globalement, maintenant que c'est géré par les institutionnels, les investisseurs professionnels se comportent en considérant Bitcoin comme un actif risqué, volatile, et sans même parler du marché de la crypto, de sa propre actualité, de son propre développement. Quand les investisseurs institutionnels prennent moins de risques, ils viennent retirer de la liquidité au marché crypto et à Bitcoin, et au contraire, quand ils ont plus de liquidité pour ce genre d'actifs et qu'ils ont plus d'appétence au risque, ils injectent de la liquidité dans le marché crypto. Ce qui veut donc dire que, en fonction du comportement des investisseurs institutionnels, le marché crypto peut aller bien ou mal, sans que ça ait de rapport direct avec cet actif et donc avec les nouveautés qu'il y a dans le monde de la crypto. Et c'est un petit peu ce qui se passe. On est donc déjà à la deuxième partie de la vidéo, les 2-3 points qui affectent concrètement le marché court terme. Comme d'habitude, il n'y a pas de réponse parfaite. Pourquoi le marché des cryptos baisse? J'aimerais vous dire qu'il y a une chose, un point, un élément, c'est un ensemble et c'est un faisceau d'indices qui viennent créer un mood, une tendance, et globalement qui viennent pousser soit vers l'euphorie, soit vers la peur les investisseurs, et donc donner le tempo et la couleur de CoinMarketCap vers le vert ou vers le rouge. En l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ce qui se passe aux US d'un point de vue des crypto-monnaies, c'est plutôt bien, dans le sens où le régulateur arrête de poursuivre certains projets crypto depuis l'élection de Donald Trump, ils sont très pro-crypto dans l'approche, donc ils viennent enlever beaucoup de freins qu'il y avait au marché des crypto-monnaies. D'un autre côté, Donald Trump prend des décisions qui affectent le monde entier. D'un point de vue beaucoup plus géopolitique, d'un point de vue macro, il prend des décisions vis-à-vis d'autres pays, Chine, Mexique, l'Europe entière, et ça vient effrayer les marchés dans leur ensemble. Et justement, quand il y a de l'incertitude, quand il y a un manque de visibilité, les investisseurs institutionnels vont avoir moins d'appétence pour les actifs risqués, et vont donc retirer de la liquidité sur les cryptos. De manière générale, les crypto-monnaies sont en ce moment corrélées à la tech américaine. C'est ce qui fait que quand il y a eu DeepSeek, qui a fait poser des vraies questions à l'industrie de l'IA, notamment à la dominance américaine, ça a affecté les crypto-monnaies, puisque ça a affecté Nvidia et le top des marchés tech. De la même façon, un peu plus récemment, quand il y a eu des annonces de Donald Trump sur des taxes douanières supplémentaires, ça a affecté le marché des crypto-monnaies et le marché des actifs risqués. Encore une fois, aujourd'hui, en tout cas dans les derniers jours, avec sa récente annonce sur l'Europe, notamment sur ce que ça pourrait faire au niveau des taxations de certaines technologies et chipsets américains, ça vient encore une fois toucher le marché de la tech, marché qui s'ouvre aujourd'hui, en ce lundi, et qui accuse déjà le coup sur la plupart des bourses technologiques du monde. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est qu'encore une fois, ça ne dépend pas que de la crypto. Ce qui se passe d'une manière très macro va désormais créer de l'incertitude qui va toucher les investisseurs, et comme il n'y a pas que les investisseurs crypto et qu'il y a beaucoup d'institutionnels, ça vient toucher Bitcoin et les autres actifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait qu'il y a eu le plus gros hack de l'histoire des crypto-monnaies il y a quelques jours. Bybit s'est fait voler 1,4 milliard de dollars d'Ether. Alors bon, ils ont super bien géré le truc. Je vais faire une vidéo dédiée à ce hack parce qu'il y a énormément de leçons très intéressantes à tirer de cette histoire, et c'est une histoire qui est vraiment particulièrement intéressante selon moi. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire simple, il semblerait que ce soit le groupe Lazarus de Corée du Nord qui ait volé ces 1,4 milliard de dollars, et maintenant qu'ils ont été volés, même si on peut les tracer, étant donné que c'est un pays, même si c'est eux, on ne peut pas faire grand-chose, puisque c'est pas simplement une entreprise ou un individu qu'on peut convoquer demain, autant vous dire que la Corée du Nord se fichera de cette convocation. La particularité, c'est qu'il faut comprendre que naturellement, quand il y a un vol aussi gros, l'objectif c'est de tirer de la liquidité.
entre guillemets, actuellement, le groupe Lazarus sont en train de blanchir cet argent. Et donc, blanchir, ça veut dire vendre ces Ethers contre autre chose. Et à ce moment-là, quand on vend, on crée une pression vendeuse, et donc le marché est affecté, mais l'Ether particulièrement l'est encore plus. Un Ether dont certains se tournaient déjà parce qu'il y avait des soucis de gouvernance, de façon de gérer, et il y avait beaucoup de questions qui étaient remontées à la surface. En plus de ça, il y a également le fait que la communauté déçue de la performance d'Ether comparé à Bitcoin, parce que Bitcoin a explosé tout seul en laissant Ether sur le carreau, ça a frustré beaucoup d'investisseurs, et donc certaines personnes se sont tournées de lui, et vous savez ce que c'est, quand on vend quelque chose de son portefeuille, on n'a pas non plus envie de le voir performer, ça donnerait en fait un biais cognitif compliqué à gérer de vendre quelque chose et de se rendre compte qu'il performe après l'avoir vendu, et donc naturellement on va encourager les critiques, le FUD vis-à-vis d'Ether, et il est vrai que d'un point de vue technique, Ether génère moins de frais que certains protocoles en ce moment, et a de vrais soucis à se faire vis-à-vis de certains protocoles concurrents, comme Solana ou encore Sui. Bref, je vous ai cité que 2-3 exemples, ce sera une vidéo également intégrale qui sera sur le sujet d'Ether que je devrais faire sur cette chaîne, mais vous rajoutez à ça le fait que le marché soit dans le rouge et qu'on ait peur du nombre d'Ether qui pourrait être vendu et de la pression vendeuse à venir dans les jours qui viennent, naturellement, ça fait un Ether qui dévisse particulièrement, et la plupart des altcoins dépendant également d'Ether tirent la langue encore plus que Bitcoin, ce qui fait qu'on a aujourd'hui un marché dans le rouge. Et je vous parle même pas des dernières semaines, parce que globalement, c'est la tendance des un mois et demi, le marché des crypto-monnaies perd de la valeur. Et surtout les petites crypto-monnaies. Pour terminer, le troisième point, c'est le fait que il y a du coup ce chemin qui est différent entre les altcoins et l'Ether. Ça entre les altcoins et Bitcoin. Ça c'est un fait. Mais quand on regarde Bitcoin, c'est pas surprenant qu'il se casse la figure. En tout cas, il est monté jusqu'à 108, 110 000 $, si je dis pas de bêtises. Il est aujourd'hui à 80 000 $. Certains parlent d'un effondrement. Bitcoin est toujours au-delà du précédent record qu'on avait eu du coup en 2024. En plus de ça, on se rend compte que Bitcoin représente le gros du marché. Bitcoin, c'est entre 55 et 60% de dominance, donc ça représente 50 à 60% de toutes les crypto-monnaies existantes. Donc même si les petites crypto-monnaies se cassent la figure, Bitcoin, lui, s'en sort plutôt bien. Et même dans les précédents cycles, même quand Bitcoin avait atteint un nouveau record et qu'il avait ensuite perdu un peu de valeur, c'est cohérent. Si on regarde 2021, Bitcoin était à 60 000 $ et il avait baissé à 30 000 avant de remonter au-dessus des 60 000. Si on regarde 2017, il était monté jusqu'à 20 000 avant de s'effondrer à 10 000, avant de reprendre encore une fois de la valeur. Donc c'est même pas surprenant. La baisse qui se passe, elle est violente. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens avaient estimé que Bitcoin allait tirer l'Ether et les autres crypto-monnaies dans ce marché. Et donc beaucoup de gens qui avaient vu Bitcoin décoller avant le reste avaient vendu une partie de leur Bitcoin pour s'exposer sur des altcoins, sur de l'Ether et sur d'autres cryptos, et se retrouvent aujourd'hui dans le rouge, alors que dans son ensemble, si on dézoome, la valorisation globale du marché n'est pas catastrophique, et le marché se porte plutôt bien. Et c'est d'ailleurs une grosse dissonance entre ceux qui disent Bitcoin est mort, il n'a plus aucune chance de s'en sortir, alors qu'en réalité, pas du tout. Si on regarde de l'extérieur et qu'on est un débutant, on se rend compte que Bitcoin est plutôt haut pour les valeurs qu'il a connues dans le passé, et quand on a ce sentiment de défaite, on va dire, de capitulation, c'est souvent parce qu'on était sur des petites crypto-monnaies, les plus volatiles possibles, parce qu'on s'attendait à ce que Bitcoin vienne tirer tout le reste du marché et à faire un vrai profit, et qu'on est complètement déçu de la performance, et même, je vais dire, de la sous-performance, de la perte qu'on a réalisée sur ces actifs. Car quand on dézoome, si on connaît réellement le marché des cryptos et qu'on est là depuis longtemps, Bitcoin se porte bien, et Bitcoin réagit plutôt bien, et même une baisse qui va pousser Bitcoin jusqu'à peut-être 70 ou 60 000 $ serait naturelle et pas forcément négative sur le développement long terme de cet écosystème. Ça, ce sont les trois choses à avoir en tête, et ce sont les choses qui, là, maintenant, tout de suite, selon moi, affectent le moral, entre guillemets, des investisseurs, vient donner un mood à cet écosystème, et Bybit qui enfonce le clou particulièrement sur Ether, et également ce qui se passe aux US, et donc la macro qui a beaucoup plus d'impact sur les crypto-monnaies qu'elle n'en avait dans le passé. Maintenant que je vous ai dit tout ça, mon raisonnement. Et comme on ne peut pas couper, petit verre d'eau. Je vous fais le petit parallèle quand même, mais c'est fou parce que je vois dans certaines formules de phrases que je fais, certaines formulations, pardon, que je l'aurais fait différemment. Normalement, j'ai tendance de me reprendre et il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit non, cette fois-ci, il n'y aura pas de cut, donc tu ne te reprends pas. Si c'est pas correct, enrobe, corrige dans la phrase d'après, mais tu ne peux pas couper. Donc encore une fois, j'espère que ça ne gênera pas votre visionnage et que vous arrivez à me suivre, même si je vais relativement vite et c'est un commentaire qu'on me dit souvent. Peut-être que ceux qui m'écoutent en x2 ne le feront pas cette fois-ci. Je reprends sur le raisonnement. Bon, la réalité c'est que
J'avais une très grosse position Bitcoin, puisque c'est ce que je recommande depuis toujours. Bitcoin est un socle, Bitcoin c'est la base, ce sont les valeurs, c'est la technologie, et c'est quelque chose au-delà de la spéculation des crypto-monnaies. Il porte un message qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus important que toutes les crypto-monnaies qu'on peut connaître, selon moi. Malgré tout, Ether l'avait rejoint parce qu'il apporte un vrai usage, une vraie brique. Il a apporté également le fait qu'on peut aller plus loin et qu'on peut plus simplement, entre guillemets, utiliser certaines fonctions de la blockchain. Incomparable en termes de techno, en termes de consensus, proof of work, proof of stake, bref. Il y a plein de choses qui ne sont pas comparables entre les deux, mais ce n'est pas la même proposition de valeur. Mais selon moi, l'Ether a un vrai gros coup à jouer, un vrai usage. Il a non seulement créé la vague que certains surfent, mais c'est également une vision qui est vraiment décorrélée de la spéculation et qui, malgré le fait que les gens qui viennent investir jouent du prix de l'Ether, ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas dans cet esprit qu'il est développé. Et c'était quelque chose de très important pour moi et c'est ce qui faisait que dans mes valeurs très solides, j'avais du Bitcoin et de l'Ether. C'était, pour vous donner un ordre d'idée, les 2/3 de mon portefeuille de crypto, de manière générale. J'ai littéralement soulagé, on va dire apaisé un peu ma position de Bitcoin parce que j'ai trouvé qu'il s'est valorisé très très vite et dès qu'il a commencé à passer les 75-80 000 $, j'ai commencé à vendre des Bitcoins, non pas pour faire des stablecoins, mais pour me repositionner en Ether et sur des plus petits actifs, principalement sur de l'Ether. Et c'est quelque chose de dur parce que je m'attendais à ce que l'Ether profite du mouvement comme il l'avait toujours fait, notamment du mouvement de Bitcoin et de l'engouement vers les cryptos. Il n'en a pas profité du tout. Si vous êtes sur ce marché depuis un petit moment, je pense que vous allez le constater. Et en plus de ça, j'ai pris quelques risques supplémentaires sur des plus petites capitalisations. Et autant vous dire qu'à part 2-3 paris gagnants qui ont pu, mine de rien, permettre de structurer et de limiter ou d'amortir en tout cas certaines de ces pertes, eh bien c'est un pari perdant, que ce soit sur l'Ether ou sur les autres altcoins. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai connu l'Ether à 4, 5, 6 dollars à l'époque où je le minais et à l'époque où on générait des GPU, donc des GPU miners, des machines qui servent justement à sécuriser le réseau Ether, en tout cas à l'époque, et à générer des intérêts dessus. Aujourd'hui, j'ai tellement accumulé de l'Ether quand il a tombé en dessous des 3000 $ et que je pensais faire un bon coup vers les 2700 et vers les 2300 que j'ai baissé mon prix moyen d'acquisition, j'ai augmenté mon prix moyen d'acquisition et aujourd'hui, sur mon portefeuille d'Ether, qui est une très grosse de mes positions et de mes convictions, toujours à l'heure où je vous parle, eh bien je me retrouve avec un prix moyen d'acquisition qui est de 2050 ou de 2100 $. C'est-à-dire que sur 7 ou 8 ans d'investissement sur cette ligne, sur la ligne Ether, je me retrouve dans une position où je suis break-even et même peut-être légèrement gagnant ou légèrement perdant à l'heure où je vous parle, ça dépend de la variation du prix dans les dernières minutes, mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que si vous allez un peu trop sur internet, vous entendrez que des gens qui vous racontent les bons moments, que ça se passe bien. C'est pas le cas. Et même quand on construit une position avec des convictions, qu'on est fort de ces dernières et qu'on se positionne sur quelques années, on peut avoir des moments où on se retrouve sur une ligne où on a effacé toute la plus-value qu'on a fait pendant des années parce qu'on a continué d'accumuler et qu'on a continué à renforcer cette conviction avec le temps. Ça fait partie du jeu. Et c'est ce qui est vraiment très important de comprendre parce que je vois des personnes qui sont plus ou moins débutantes, qui paniquent, mais ça c'est normal, je suis habitué à ce cycle-là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que parce que les règles du jeu ont changé, parce que ça tourne différemment, il y a des investisseurs beaucoup plus expérimentés, des gens qui connaissent beaucoup plus ce marché, qui sont complètement déboussolés et qui sont sur le point de give up, qui sont sur le point de se dire qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, on m'avait dit que ce serait comme ça. Le raisonnement ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pas on vous avait dit il y a toujours des Black Swan, on l'a appris en 2021 avec FTX ou encore avec Luna, il y a toujours des choses que l'on ne contrôle pas, comme la corrélation du Bitcoin qui peut changer d'une semaine à l'autre et aujourd'hui qui est corrélée sur la tech américaine qui réagit plutôt mal à certaines annonces et surtout on ne peut pas avec certitude savoir ce qui va se passer. La seule chose qu'on peut maîtriser c'est notre position, le recul que nous on va avoir et est-ce qu'on peut continuer financièrement, quels sont le postulat qu'on va tout simplement établir avec nos convictions et la direction qu'on veut prendre. Et pour finir, globalement, comment est-ce qu'on va ventiler son portefeuille et comment est-ce qu'on va réagir à une variation. C'est pour ça que je vous donne le mien. Je suis exposé sur Ether, mais j'ai toujours des convictions. Heureusement, parce que j'avais une base solide, non seulement j'ai sécurisé suffisamment d'argent pour continuer mes activités, mon développement personnel, ma vie, quoi, tout simplement, tout ce que je fais à côté, et tout le développement qu'on fait avec certaines entreprises, tout en conservant un portefeuille, être capable de voir le profit que j'avais enregistré sur une certaine ligne s'évaporer en partie, et je vais même vous dire mieux, renforcer cette position et profiter du cours de l'Ether pour venir renforcer encore ma position. Et sur certaines lignes, les plus petits altcoins, c'est principalement, on va dire, je me recentre, c'est-à-dire que je vais m'exposer à moins de lignes. J'étais exposé sur beaucoup trop de petits altcoins, même si c'est des positions auxquelles je crois, je viens les limiter, je viens resserrer à 6-7 actifs alors que j'en avais une bonne vingtaine,
premièrement. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être également capable, quand on a certaines lignes sur lesquelles on n'a plus aucune conviction, c'est-à-dire des crypto-monnaies, même si elles ont fait moins 30, moins 50, moins 60%, si on n'y croit plus, si on n'a plus de raison d'y croire, ça ne sert à rien de garder une ligne dans son portefeuille simplement en se disant, de toute façon, perdu pour perdu, j'ai trop perdu, tant qu'à faire, je la laisse dans mon portefeuille. Ça, c'est tout simplement l'aveu du fait qu'on ne sera pas capable de gérer émotionnellement le fait de voir la crypto-monnaie décoller le lendemain. Mais si vous n'avez plus de conviction sur ces petites lignes, eh bien, même si ça fait mal, enregistrez une perte et repositionnez cette liquidité vers l'une des quelques positions que vous conservez sur laquelle vous avez toujours cette conviction de fond, tout comme je l'ai aujourd'hui sur Ether, même si les résultats n'ont pas été au rendez-vous. C'est très important d'être capable de prendre ce recul. Et actuellement, le socle dont je suis le plus fier, c'est ma position Bitcoin, même si je l'ai allégé et un peu trop tôt. Ce socle que je garde toujours, cette ligne que je ne clôture jamais totalement, que je vais soit alléger, soit renforcer, qui a été, mine de rien, le premier conseil que je m'étais fixé quand je commençais à constituer des portefeuilles, et qui est très clairement la ligne qui me permet d'être solide et de rester sur ces positions, de reconsidérer des renforcements, même quand le marché est aussi violent et quand il y a autant de pertes à enregistrer. Maintenant que je vous ai parlé de ma position, comment je réponds à quelqu'un qui me dit est-ce que c'est le moment d'acheter? Alors, quelqu'un qui a du recul, quelqu'un qui connaît les règles, c'est quelqu'un qui naturellement n'a pas mis plus que ce qu'il était prêt à perdre réellement, et même une personne qui a gardé de la liquidité. Quelqu'un qui a gardé un moyen de se repositionner, de saisir une opportunité, et donc qui a gardé du cash. Car quand on veut investir 1000 euros, la réalité c'est que pour bien investir 1000 euros, il ne faut pas investir 1000 d'un coup. Peut-être 300, 500, 600, peut-être en DCA, peu importe, mais il faut garder de la liquidité au cas où on ait une surprise, le marché nous surprenne et nous offre indirectement une opportunité de rentrer avec un meilleur prix d'entrée. Ça, c'est évidemment la position que j'ai défendue avant, c'est celle que je tiens aujourd'hui et qui correspond aux investisseurs, je dirais, qui sont les plus familiers avec le marché des crypto-monnaies. Premièrement, vous avez déjà votre stratégie, vous savez comment l'appliquer. Je pense que c'est très important de vous recentrer sur vos convictions, de venir encore une fois couper certaines petites positions pour ne pas être trop exposé aux altcoins parce qu'on n'a pas de visibilité et de se concentrer sur les quelques lignes sur lesquelles vous avez des raisons de penser que ce sont des paris qui sont intéressants sur le long terme. Et en dézoomant un petit peu, viser un scope qui n'est plus du quelques semaines ou quelques mois. Beaucoup d'investisseurs étaient dans le quelques mois en comparant le cycle de 2025 avec ce qu'on a connu en 2021 et 2017. Je pense qu'il faut tout simplement dézoomer un petit peu et prendre une échelle de temps qui est un petit peu plus longue. Là où ça va intéresser beaucoup d'entre vous, c'est beaucoup de débutants qui me disent tout simplement « Est-ce que c'est le moment d'acheter? Qu'est-ce que je fais ?» Et je constate en fait en échangeant avec vous qu'il y a deux types de profils. Il y a des profils qui me disent « Écoute, je pensais que je pouvais me permettre de le perdre. Je sais que c'est l'une des règles de base, mais je me rends compte avec la perte que j'ai faite que là, je suis pas bien. Là, je ne peux pas me permettre de perdre ce qui reste. » C'est super triste et c'est super dur à vous dire, parce qu'en réalité, si vous vendez maintenant et que demain, les crypto-monnaies se dirigent à la hausse ou reprennent de la valeur, vous allez vous en vouloir encore plus. Donc c'est quelque chose qui naturellement et personnellement sera dur. De toute façon, vous êtes déjà dans une situation qui potentiellement vous a fait enregistrer des pertes et vous met dans cette position où vous devez prendre une décision, vous êtes forcé, mais vous avez l'impression que sortir c'est perdre, rester c'est perdre. La réalité c'est que si vous êtes réellement dans une position où pour votre vie vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ce qu'il vous reste, vous devez vendre et enregistrer ce qu'il vous reste. Le meilleur moyen de gagner, c'est d'avoir le droit de rejouer des parties. Si une défaite, maintenant, ne vous permettra plus jamais d'investir, ne vous permettra plus jamais de vous exposer, et va même vous mettre en difficulté dans votre vie personnelle, même si vous avez des convictions de hausse, vous devez quand même vendre. Pourquoi? Parce que le fait que le marché continue de baisser, le fait qu'il aille encore plus bas, c'est clairement une hypothèse possible. Et même si c'est sur du court terme, ceux qui vont profiter de cette opportunité et bien rebondir sont ceux qui vont rester solides et qui seront capables de gérer ça émotionnellement. Si vous n'êtes pas capable de le gérer, et même que ce soit émotionnellement ou financièrement, il vaut mieux sortir et prendre soin de ce qui compte réellement dans votre vie, plutôt que d'essayer de tenir une ligne d'investissement qui, si jamais elle perd 5, 10 ou 15% demain, ne vous permettra pas d'être rationnel et de prendre une bonne décision. Le deuxième cas, c'est justement l'investisseur qui est plus débutant, mais qui lui a perdu. C'était évidemment son scénario pessimiste, c'était pas son but. S'il était full Bitcoin, je pense qu'il est encore dans le vert. S'il était full Bitcoin et quelques gros actifs, il est peut-être break-even, à l'équilibre. S'il était sur des petites crypto-monnaies, là, il se pose peut-être des questions. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre position. Si vous étiez prêt à perdre cet argent, je pense concrètement que vous êtes dans une position où vous devriez tenir votre position. C'est-à-dire ne pas vendre. Encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas tout vendre. Il y a peut-être certaines crypto-monnaies que vous pouvez vendre pour vous recentrer sur des positions de conviction.
on va dire, reconsidérer votre exposition, votre ventilation dans les actifs et continuer à tenir des positions qui, même si elles ont perdu beaucoup de valeur et même si elles peuvent encore en perdre, sont des convictions qui, dans le fond, le projet vous intéresse, vous avez creusé, vous avez fait vos propres recherches et vous avez des raisons de croire que sur le long terme, ils peuvent faire la différence. À ce moment-là, c'est dur, c'est un moment désagréable à passer, comme on en a passé chaque année, dans les 8 dernières années, c'est particulièrement violent, surtout sur les petits coins, encore une fois, Bitcoin s'en sort mieux, mais si jamais vous aviez bien mesuré votre coût, vous étiez prêt à perdre cet argent, eh bien c'est dommage, mais concentrez-vous juste sur reventiler, tenir le cap des quelques positions sur lesquelles vous avez vous-même des convictions, et ensuite viser le temps long, puisque c'est ce qui fera de la différence, et c'est ce qui viendra valoriser vos convictions si vous aviez raison dans votre analyse. Voilà, c'est ça les 2-3 réponses et je suis désolé de ne pas donner de réponses magiques. Je me rends bien compte qu'à une question très simple, à certaines personnes je dis vendez, sortez, et à d'autres je dis tenez la position, parce que c'est ça la réalité de la finance, ça dépend de vous, ça dépend de votre lecture, ça dépend de votre analyse, mais ça dépend aussi et surtout de votre appétence au risque et des moyens que vous avez vraiment. Ça dépend de si vous avez une famille, ça dépend de si vous avez des choses plus importantes à couvrir. L'investissement ne peut être fait que si on est bien dans sa tête, que si on est stable. Je dirais même mieux si on a certaines ressources. Il faut être capable parfois de se repositionner encore plus et de s'exposer encore plus pour profiter d'un mouvement. Mais si vous avez des risques qui sont personnels, vous devez prioriser absolument votre vie, votre habitude et tout simplement votre quotidien avant de parler d'investissement et d'essayer de saisir certaines opportunités. Écoutez, j'ai beaucoup parlé, peut-être même un peu plus que ce que je pensais, j'espère que c'est clair. Il y a 2-3 formulations que j'aurais bien aimé retravailler, mais au moins c'est plus honnête et je pense que c'est important aussi de montrer cet angle-là du c'est pas toujours tout rose, c'est pas vrai. Et même si les réseaux nous poussent un petit peu, les algorithmes nous poussent, la communauté, les commentaires, les gens, et des fois certains d'entre vous probablement, nous poussent dans un commentaire un peu dur, à donner toujours une bonne direction, à être un peu plus sûr de nous. C'est également important d'être capable de faire ce point beaucoup plus transparent et beaucoup plus naturel, puisque c'est la réalité de ce marché. Il n'y a pas que des bons moments, sinon tout le monde le ferait, sinon ce serait trop facile, et c'est justement dans ces moments difficiles qu'on fait la différence dans l'exécution qu'on va avoir sur la tenue de son portefeuille et sa capacité à tenir une position. De toute façon, que ce soit bien clair, hein. Si ça continue à baisser, vous auriez dû vendre, et si ça monte, vous auriez dû acheter. La réalité, on la connaît déjà maintenant. C'est juste qu'on ne connaît pas le score que vont afficher les dés dans les jours à venir. Donc ce qu'il faut, c'est être à l'aise avec sa position, comprendre pourquoi, et être capable de dire très simplement « J'ai tenu cette position parce que j'avais ces convictions-là, je me suis trompé, c'est une chose, mais je sais pourquoi je l'ai fait. » Et c'est la différence, selon moi, entre certaines fautes de gestion et certaines erreurs de gestion. Une erreur, c'est une conviction qui s'est avérée fausse et qui était basée sur des mauvais éléments qui n'ont pas payé. Une faute, c'est le fait d'aller dans une direction alors que vous n'auriez pas dû. Vous n'étiez pas prêt, vous n'aviez pas les moyens. Vous vous êtes laissé porter par un mouvement parce qu'il vous a dépassé, mais vous n'avez pas su couper parce que vous estimiez que vous aviez déjà trop perdu. Ça, ce sont des fautes dans le sens où si rationnellement vous n'avez pas de raison de tenir une position, si rationnellement vous ne pouviez pas la tenir plus, même si vous aviez déjà enregistré des pertes, il faut se rendre à l'évidence, il faut être capable de couper. Et c'est souvent là qu'on fait la différence. Écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les choses que j'avais à vous dire. Globalement, les mouvements sont violents sur les altcoins, oui, mais c'est pas surprenant et c'est même pas étonnant vis-à-vis des cycles si on regarde que Bitcoin. Il faut être capable de se recentrer sur son portefeuille en se posant les vraies questions, notamment de qui vous êtes et de quel type d'investisseur et surtout du type de risque que vous pouvez prendre. C'est pas forcément la fin d'un bull run. Encore une fois, qu'est-ce qu'on met derrière bull run? Est-ce qu'on parle juste de Bitcoin ou est-ce qu'on parle des autres altcoins? C'est une question de définition. Et je pense qu'il faut être capable de faire quelques changements, quelques adaptations. Le contexte du marché, je vous le redis une troisième fois, a changé. Il y a eu des surprises. En attendant, si vous vous rangez derrière vos convictions, que vous avez toujours ces dernières sur la technologie blockchain et sur certains projets, je pense que sur le temps long, ce qui se passe aujourd'hui n'est rien de plus normal. Il y a eu des prises de profit qui ont été faites, la finance beaucoup plus macro qui vient affecter ce marché sans même prendre en compte l'état du marché crypto et les bonnes nouvelles qui arrivent. Le marché baisse parce que les investisseurs retirent de la liquidité. Si on regarde les ETF, il y a eu 3 milliards de dollars qui sont sortis en 7 jours. Même sur Ether, il y a eu 400 millions de dollars de sorties. La finance traditionnelle sort. Les financiers le voient, ils ont peur, ils reculent. On a des incertitudes également sur l'inflation aux États-Unis, sur certaines mesures que sont en train de prendre le gouvernement et qui vont affecter le monde entier. Et donc, dans le doute, pas de stratégie, pas d'investissement et surtout on s'éloigne des actifs à risque et donc le marché crypto tank comme beaucoup d'autres actifs. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de certitude, mais c'est juste un constat de ce qui se passe et du marché comme il réagit aujourd'hui. Écoutez, je vais terminer cette vidéo de façon aussi brute que je l'ai commencé. J'espère que ça vous a plu. C'est la toute première fois
en 8 ans que je mets un contenu 30 minutes, from scratch, face caméra, sans aucun montage. Je pense qu'il y a quelques petites formulations qui vont grincer des dents et j'espère que vous me permettrez de me corriger dans le commentaire épinglé. Je suis curieux d'avoir vos raisonnements, ce que vous en pensez. Ah, je voulais rajouter une toute dernière petite chose quand même. On me demande souvent les points qui sont regardés par les analystes techniques globalement sur Bitcoin. Parce que si Bitcoin, quand il monte, il ne valorise pas tout le marché. Quand il baisse, il a tendance à tirer tout le monde vers le bas, un peu comme une enclume. Les points qui sont regardés, c'est 75 à 77 000 $ sur Bitcoin. C'est le dernier rebond, c'est la dernière, on va dire, le support court terme sur lequel Bitcoin a rebondi. Si jamais il va plus bas, il y a de grandes chances qu'il s'arrête vers les 70 000 $. Non seulement parce que c'est la moyenne mobile de 200 jours de l'évolution de son prix, mais c'est également l'ancien ETH, donc l'ancien record que Bitcoin avait tapé. Et pour terminer, 65 000 $. C'est la range de 2021. Bitcoin était resté autour de ce prix-là pendant une très longue période. Et pour beaucoup d'investisseurs, si on sortait à la hausse, ça allait taper de nouveaux records, ce qu'il s'était passé à l'époque. On a des chances que donc, dans l'autre sens, ce soit une limite qui vienne retenir le prix de Bitcoin. Voilà, j'ai fait le tour d'un petit peu tout, je vous ai partagé certaines idées, je suis vraiment très content très impatient, et j'aimerais beaucoup avoir vos retours, puisque ça va me permettre également, moi, d'ajuster ma réflexion, mon raisonnement, et de prendre un petit peu de recul, et d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. C'est juste en dessous, si ça vous a plu, abonnez-vous, et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour une vidéo qui cette fois-ci va parler de Bybit, peut-être même pas la semaine prochaine, peut-être un peu plus tôt. Vous allez voir, je pense que cette histoire va vous fasciner. C'est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant, très intelligent, et que ce soit dans la réaction des hackers qui blanchissent l'argent, que ce soit dans la réaction du protocole qui a eu un problème, parce que c'est Gnosis Safe qui a eu un problème, c'est pas Bybit, c'est l'un des outils qu'utilisait Bybit, et même dans la réaction des fondateurs de Bybit, qui ont réussi à régler le problème et à permettre à leurs utilisateurs de retirer moins de 12 heures après le plus gros hack de l'histoire des crypto-monnaies, il y a eu une exécution et il y a eu des faits d'armes qui ont été faits par beaucoup de ces acteurs. Je vous en parlerai en détail et j'espère que ça vous plaira. C'était Asher et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau contenu. Au revoir.